Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le grenier de l'écho pour ce nouveau JT, aujourd'hui consacré à un sujet qui est vraiment extrêmement lourd et qui, à mon sens, va défrayer la chronique dans les semaines et les mois qui viennent et sans doute susciter un immense débat, un énorme débat, parce que évidemment, on va toucher là à quelque chose d'extrêmement prégnant et d'extrêmement important pour la vie des gens, à savoir les loyers impayés vers un fichage des locataires. En tout cas, nous allons sans doute voir arriver la création d'un fichier des incidents de paiement de loyer, un fichier des mauvais payeurs ou un fichier des locataires entre guillemets blacklistés. Et vous allez voir, derrière tout ça, il se passe quelque chose d'énorme sur le marché immobilier avec une nouvelle loi qui arrive, qui s'appelle la loi Nogal. Allez, venez avec moi, un petit tour de grenier de l'écho. On va commencer à parler de tout ça. Donc là, je vous ai mis deux infos, enfin c'est la même information mais qui vient de deux sites différents. Là c'est CNews, là c'est une copie d'écran du Figaro. Les locataires mauvais payeurs bientôt fichés, les locataires mauvais payeurs pourraient bientôt être fichés, et donc c'est évidemment le fichier des locataires mauvais payeurs, et donc seraient fichés pendant 3 ans tous ceux qui auraient plus de 3 loyers de retard. Autant vous dire qu'il y en a certains qui vont pouvoir frémir un petit peu, parce que quand vous allez être fiché sur ce fichier des locataires mauvais payeurs, il est évidemment peu probable que vous puissiez trouver un logement ou avoir accès à un logement. Donc ça va être socialement explosif, et c'est socialement explosif. Pourtant, tout n'est pas noir, il faut poser ça de manière économique, de manière sociale, et vous allez voir, le débat est assez complexe, assez technique, mais passionnant, et c'est important que nous l'ayons. Donc ici, je ne vais pas vous dire ou vous donner ce qu'il faut penser, mais des pistes de réflexion, comme toujours, pour alimenter votre pensée, votre réflexion, et que vous puissiez, je l'espère, vous forger au mieux une opinion, y compris évidemment dans son extension politique, puisque évidemment tout ce qui est de nature à alimenter le débat politique, démocratique, à mon sens, est fondamental. Et donc essayer de partager avec vous des clés de compréhension, à défaut de vérité absolue, idéologique ou intangible, mais des clés de compréhension, des éléments de réflexion pour alimenter justement la réflexion démocratique de tous, ça me semble essentiel. Alors, il faut pour ça essayer de faire l'effort de comprendre la future loi Nogal. Nogal, c'est un député En Marche, et celui-là, il a l'air d'être plutôt en marche rapide, notre vedette Nogal de l'Assemblée nationale, puisque Monsieur Nogal a fait un rapport loué en confiance, 37 propositions louées en confiance, 37 proposition, et donc ce rapport qui se transforme en une proposition de loi, va se transformer peut-être en loi, et donc se traduire par des changements fondamentaux dans le secteur immobilier et dans le secteur locatif. À la base, l'idée elle est belle. Et je pense qu'on ne peut pas être contre... Non, attendez, je me remets là. Les prémices de la loi Nogal consistent à dire il y a de la défiance, il n'y a pas de confiance sur le marché du locatif entre les propriétaires et les locataires. On est dans une situation perdant-perdant. On est dans une situation de défiance où chacun des acteurs se regarde en chien de faïence. Et nous sommes dans un secteur où il y a énormément de discrimination. Parce qu'évidemment, quand je vais vous louer, c'est tellement compliqué de vous expulser, c'est tellement compliqué de faire le recouvrement des loyers impayés, pour ne pas dire que c'est quasiment jamais possible, et je vous expliquerai après pourquoi et comment. Les propriétaires ne louent pas, et vous avez aujourd'hui en France 3 millions de logements vacants, donc c'est
énorme. C'est énorme. Vous imaginez 3 millions de logements vacants. Si demain, 3 millions de logements vacants étaient remis sur le marché, on a atteint une telle complexité dans la relation locataire-propriétaire qu'aujourd'hui, vous avez 3 millions de propriétaires qui préfèrent ne pas louer, ne pas gagner de l'argent, payer des charges et même payer des surtaxes d'habitation foncière, etc. pour logements non loués, non occupés, etc. plutôt que de mettre en location leurs biens. Donc c'est vous dire si la défiance est importante. Quand vous écoutez les locataires de l'autre côté, eh bien, vous ne pouvez pas nier la discrimination massive qui peut se faire sur plein de critères, avec évidemment les critères les plus évidents qui sont basés sur l'origine ethnique, en disant bah, moi je loue pas à tel type de gens en provenance de tel type de pays, de région, etc. Donc tout ça, c'est évidemment quelque chose qui existe et qui existe de manière massive. Alors, les députés disent bah, soyons pragmatiques et essayons de changer tout ça. Et pour changer tout ça, pour changer les rapports, eh bien, il va falloir sécuriser les locataires, qui le sont déjà beaucoup. Il va surtout falloir sécuriser les propriétaires qui ne le sont pas, puisqu'évidemment, aujourd'hui, un locataire indélicat qui ne paye pas, voire même qui dégrade son logement, eh bien, il ne se passe quasiment jamais rien et il n'y a quasiment pas de sanctions. Donc, vous arrivez à un marché immobilier qui pourrait être beaucoup plus fluide, qui pourrait marcher beaucoup mieux, qui pourrait donner sa chance à beaucoup plus de gens, mais qui, paradoxalement, est complètement rigide et complètement bloqué. Et donc, la loi Nogal, la future loi Nogal, a pour ambition d'essayer de casser tous ces blocages, d'où ce titre « Louer en confiance ». Donc c'est très intéressant sur le fond, c'est vraiment très intéressant. Il y a je pense, une réflexion assez passionnante parce que le secteur du logement et la nécessité de se loger, ça touche tous les Français, ça touche toutes les familles, ça touche tout le monde. Donc c'est évidemment un sujet fondamental de la vie quotidienne de tous les gens, quoi. Je veux dire, voilà, le logement c'est fondamental, le logement c'est important et le logement c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Nogal? Elle commence par dire, ce projet de loi et ce rapport. Un avantage pour le locataire, c'est on transférerait le dépôt de garantie à un tiers en fait. C'est-à-dire que le propriétaire n'encaisserait plus le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie il serait déposé en gros chez un agent immobilier, chez un notaire, enfin peu importe, mais quelqu'un qui conserverait une structure d'État, on ne sait pas encore bien défini. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, le propriétaire, votre propriétaire ne serait plus celui qui va encaisser le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est détenu par un tiers, et donc quand vous vous en allez, quand vous rendez votre logement, et ben ce logement, une fois que vous le rendez, vous êtes censé obtenir rapidement, je crois que vous avez 4 semaines en tant que propriétaire pour rendre le dépôt de garantie à votre locataire, et puis qu'il puisse lui-même aller relouer ailleurs ou redéposer ce dépôt de garantie ailleurs. Et donc là, ça sera en gros confié à un tiers, et donc soit le propriétaire considère qu'il y a eu faute du locataire, et à ce moment-là, je pense qu'il devra entamer officiellement une procédure judiciaire, et à ce moment-là, en transmettant à l'organisme tiers la procédure judiciaire, ça va bloquer le dépôt de garantie. Mais si le propriétaire n'a pas les éléments pour entamer une procédure judiciaire, eh bien automatiquement le dépôt de garantie sera restitué au locataire. Bon, ma foi, pourquoi pas. C'est pas forcément une mauvaise idée. Le problème, c'est que ça va entraîner un coût, donc ça va évidemment enrichir des intermédiaires et nous allons y revenir. Le deuxième grand objectif de la loi Nogal, c'est de remettre sur le marché, alors officiellement c'est 2,8 millions de logements vacants, mais dans le rapport Nogal, il estimait qu'en gros on pouvait rajouter à peu près 7 à 10% de plus, bref, on arrive à peu près à quelque chose comme 3 millions de logements vacants qui pourraient être remis sur le marché, à condition évidemment que les propriétaires se disent moi je suis sûr de recevoir mes loyers, je suis sûr que les dégâts éventuellement seraient remboursés et pris en charge. Bref, assurez-moi que je vais pouvoir louer sereinement mon bien, et à ce moment-là, je n'aurai pas de raison de le garder et d'avoir un bien qui me coûte. Je serai plutôt motivé pour avoir un bien qui me rapporte, à le remettre sur le marché. D'où l'idée de la sécurisation complète et systématique contre les impayés. Alors, là, ce qui est dit là est très intéressant dans ce rapport parce que ça tord un peu le cou au fait que t'es propriétaire, donc t'es forcément riche, quoi.
tu vois. Puis moi, je suis un locataire et je suis forcément pauvre. Et donc, en réalité, la réalité, justement, est nettement moins manichéenne et beaucoup plus complexe que cela. Vous apprenez notamment que parmi les propriétaires, beaucoup de loyers perçus mensuellement contribuent de façon notable à leur niveau de vie, notamment parmi eux 37% de retraités qui ne peuvent pas aujourd'hui se passer des loyers qu'ils perçoivent comme complément de retraite. Donc voilà un élément important. Également, d'autres se sont endettés pour acquérir le bien, comptent sur le revenu locatif pour rembourser leur emprunt. Donc en fait, la perspective ou la crainte d'un impayé, évidemment, ça effraie énormément de gens. Et donc c'est un véritable frein pour le développement du marché immobilier et donc pour le nombre de biens locatifs disponibles. Et donc quand l'offre est faible, que la demande est importante, et bien évidemment le niveau des prix est élevé. Donc plus nous aurons de biens sur le marché, plus vous aurez de possibilités en tant que locataire de trouver à vous loger et de trouver à vous loger pour un prix convenable. Donc c'est effectivement encore une fois une question intellectuelle et économique qui est fondamentale. Comment peut-on faire pour trouver une solution pour fluidifier au maximum le marché immobilier et donc faire baisser les prix des loyers et permettre au plus grand nombre de se loger de manière la plus confortable possible. Alors, la proposition numéro 12, c'est modifier la loi Hoguet pour imposer simultanément dans tout mandat de gestion locative 3 éléments suivants. L'administrateur de biens garantit au propriétaire le paiement des loyers et charges à la bonne date, quels que soient les retards du locataire, et prend en charge la remise en état du bien suite à dégradation au-delà du montant du dépôt de garantie et tous les frais éventuels de procédure. Waouh! En gros, vous confiez votre bien en gestion à un administrateur de biens et si jamais ça se passe mal, ou que ça se passe bien, peu importe, vous êtes payé tous les mois à date fixe. Vous pouvez vous endetter, vous pouvez acheter, vous pouvez mettre en location. De toute façon, vous allez être payé quoi qu'il arrive. Et évidemment, s'il y a des dégâts, en plus, ils vous seront remboursés. Waouh! C'est plutôt bien. On se dit, ouais, c'est super, c'est génial, c'est une très bonne nouvelle. Je vais évidemment pouvoir remettre mon bien sur le marché parce que on vient de me lever mes incertitudes. Moi, en tant que petit propriétaire, eh bien, on m'a levé les incertitudes, je peux louer, je me sens sécurisé, je me sens en confiance du nom de cette loi et donc je peux louer. Mais oui, mais évidemment, vous comprenez bien que ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas, si c'était si simple, ça fait longtemps que ça aurait été fait. Donc il y a un corollaire à ça. Un corollaire évidemment implicite, c'est que pour ça, les administrateurs, ils vont s'assurer. Et donc on va prévoir des mécanismes assurantiels. Et vous imaginez bien que si les montants ou le nombre d'impayés est important, le coût de l'assurance, il va être évidemment extrêmement important. Donc l'idée qu'il y a derrière, mais qui n'est pas forcément affichée, eh bien c'est cette idée du fichier. Alors aujourd'hui, je fais la comparaison avec ce qu'on appelle le FICP, qui est le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Aujourd'hui, quand vous faites un crédit chez CTLM, chez Cofidis, etc., j'avais parlé de ces organismes de crédit la semaine dernière, lorsque vous faites un crédit et que vous ne remboursez pas vos échéances de crédit, eh bien vous allez être fiché au FICP. Et avant de pouvoir faire un crédit, avant de pouvoir ouvrir un compte en banque, eh bien évidemment, tous les banquiers, tous les organismes de crédit regardent si Monsieur Dupont, né le 1er janvier 1900, n'est pas fiché au FICP, le fichier des incidents de paiement de crédit. Et puis évidemment, si vous êtes fiché, vous savez quoi, miracle, eh bien, on ne vous ouvre pas de compte en banque et on ne vous octroie pas de crédit, puisque vous êtes un mauvais payeur, vous êtes quelqu'un de fragile. Et bon, finalement, il y a une logique à ne pas donner un crédit à quelqu'un qui n'en rembourse déjà pas. Ça, je pense que c'est à peu près admis par tous. Accessoirement, ça évite parfois le surendettement de certains et d'aggraver certaines situations. Donc, finalement, ce fichier des incidents de paiement et de crédit, il est complètement admis, il est complètement dans le paysage, il fait partie des règles du jeu
Et ce sont des règles du jeu que, globalement, personne ne remet en cause. Et dans le débat politique, économique, c'est jamais un sujet. Et moi, je ne l'ai jamais entendu et j'ai jamais reçu de courrier d'électeurs en disant « Ouais, moi, le FICP, j'aimerais bien qu'on change et tout d'associations citoyennes ou de partis politiques disant « Oui, il faut lutter contre le FICP, etc. etc. » Vous voyez, c'est pas un enjeu. Je ne vous dis pas que c'est bien, c'est mal. Je vous dis juste factuellement, ça ne semble pas être un enjeu démocratique ou un enjeu de débat dans notre pays. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire la même chose pour le marché immobilier. Sauf que, vous voyez bien qu'entre ne pas se faire octroyer un crédit, ce qui peut être très embêtant quand on veut acheter une maison, se payer des soins ou machin, un truc, bon, et ne pas pouvoir se faire octroyer un logement, les conséquences sont pas forcément les mêmes. Dans le premier cas, vous pourrez peut-être pas financer quelque chose, dans le deuxième cas, vous pourrez peut-être pas vous loger. Et donc là, évidemment, ça va poser une véritable question. Mais en tout cas, l'idée, c'est évidemment la mise en place de ce fichier des locataires. Alors l'avantage, c'est qu'à partir du moment où les locataires impayés, les locataires qui ne payent pas leur loyer sont fichés, eh bien vous allez avoir une sinistralité qui va tendre vers zéro, puisque tous les mauvais payeurs sont fichés. Donc tous les mauvais payeurs peuvent par définition pas retrouver de logement, vous n'allez pas les prendre. Et donc c'est super vertueux pour les propriétaires, évidemment, ça c'est super, pour les administrateurs de biens qui du coup peuvent garantir aux propriétaires le fait de bien verser les loyers au bon moment, puisque de toute manière, et puis de prendre en charge, puisque de toute façon, 95 ou 99% des mauvais payeurs vont très vite être fichés dans le fichier et donc éliminés de fait du marché immobilier. Donc, économiquement, qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle mesure ait comme effet? Alors, au début, rien, parce que tout le monde va regarder est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, etc. Mais une fois que les propriétaires vont comprendre qu'effectivement c'est bien mis en œuvre, que ça fonctionne, et qu'on élimine tous les mauvais payeurs avec un tel fichier, il est évident que massivement, on peut estimer ou émettre l'hypothèse qu'il va y avoir un retour massif d'un certain nombre de biens qui vont à nouveau être mis en location. Et donc c'est bien, 3 millions de biens, même si vous en avez 10%, c'est-à-dire 300 000 qui sont remis sur le marché, dites-vous bien que ce qu'on construit par an, c'est 300 à 400 000 logements. Donc si on remet ne serait-ce que 10% de ces biens-là, c'est l'équivalent d'une année de construction. Donc c'est massif comme effet, pour une mesure qui finalement ne coûte rien à l'État, si ce n'est la mise en place d'un fichier qui en plus est fait par une société privée qui s'appelle Artel pour le compte de la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers. Et donc, vous savez, c'est le petit logo jaune FNAIM. Donc, économiquement, on voit bien l'intérêt d'une telle mesure. Mais socialement, on voit également la dangerosité d'une telle mesure. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, si jamais vous êtes sur ce fichier, factuellement, vous ne pouvez plus louer dans le secteur privé et vous ne pourrez plus trouver un logement, vous en serez totalement exclu. Ça revient à dire qu'on va exclure du parc privé tous ceux qui vont à un moment donné connaître une fragilité. Or, on voit bien que la société devient de plus en plus précaire dans le manque de stabilité, notamment professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une telle mesure, elle peut être envisageable, elle peut être audible. On va même dire qu'elle peut être économiquement super efficace et qu'elle pourrait même être de l'intérêt de tous, c'est-à-dire aussi bien des locataires, parce qu'après ça va faire revenir des biens et donc baisser les loyers, que des propriétaires qui, eux, vont se trouver garantis. Donc ça peut être une bonne chose. Mais ça peut être une bonne chose que si c'est évidemment accompagné d'un volet social. Et ce volet social, c'est quoi? C'est organiser un parcours du logement. C'est-à-dire que si les possibilités ou si les alternatives, c'est soit tu payes ton loyer et tu es logé, soit tu ne payes pas ton loyer et de toute manière tu es sans domicile fixe, bref, tu es à la rue, tu es dehors et tu dors dans une tente quechua sous un pont, et qu'entre ces deux alternatives-là, il n'y a rien, ben là, effectivement, on a raté quelque chose. Enfin, en tout cas, là, j'exprime mon opinion et mon avis de citoyen et d'économiste citoyen humaniste, mais là, on rate quelque chose. Donc, il faut évidemment mettre un autre volet, une autre alternative, autre chose au milieu. Et cette autre chose, c'est évidemment d'utiliser notre parc de logement social.
Donc l'idée pourrait être de dire on va articuler un secteur privé et le secteur du logement privé, il n'a pas vocation à faire du social. Là-dedans, il n'y a rien d'illogique. C'est pas au bailleur privé retraité ou au gars qui s'est endetté pour acheter un appartement et il compte sur le loyer pour rembourser l'appartement qu'il a acheté avec un crédit sur 20 ans. C'est pas à lui de faire du social du gars qui paye pas son loyer mais qui a son iPhone 15. Bon. Là, je fais un peu de provocation. Donc ça, c'est pour le secteur privé. Mais on a un secteur du logement social, les HLM, nos habitations à loyer modéré. Donc là, évidemment, avec des aides, avec des APL, etc. Donc là, il y a peut-être quelque chose justement entre le secteur privé, les HLM, et puis vous savez, les APL dont on avait réduit le montant de 5 € l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Bon. Et ça avait défrayé la chronique. Là, vous voyez bien qu'il y a des choses à articuler, mais il faut les articuler toujours avec le bon sens, avec la sagesse, la pondération et la rectitude de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir uniquement comme vision, évidemment, la rentabilité. Et il est là le grand danger. Il est là le grand danger. Donc, évidemment, il faut articuler ça avec le DALO. Vous savez, c'est le droit opposable au logement. Le fait de dire, un citoyen ne peut pas se retrouver à la rue, on doit lui trouver une solution de logement. Si tout ça s'articule bien et que c'est bien monté, alors ça peut être très intéressant, ça peut être très pertinent économiquement et avec un véritable accompagnement social et sans laisser personne sur le bord de la route. Mais moi j'ai peur d'une chose, j'ai peur que ce soit qu'une histoire de gros sous. Et alors évidemment, la première histoire de gros sous, c'est-à-dire que si vous voulez en tant que propriétaire avoir accès à ce fichier, et la loi le dit, enfin le projet de loi et ce qu'on entend actuellement, tout ça n'est pas encore figé dans le marbre, ça peut être encore changé, modifié évidemment par le législateur, par les députés, par le gouvernement, etc. Mais ce que j'entends, ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est de dire quoi? C'est de dire ce fichier ne peut pas être rendu public. Donc il n'y a que des professionnels qui vont pouvoir l'utiliser. Donc en tant que bailleur, si vous louez de particulier à particulier, donc sans commission, sans frais d'agence, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant pour les locataires de louer directement de particulier à particulier. Ça réduit considérablement le coût. Eh bien, si je vous loue, vous me louez comme ça de particulier à particulier, eh bien on n'aura pas accès à ce fichier. Pour avoir accès à ce fichier, il faudra faire la location via un professionnel de la FNAIM, machin, etc. Un administrateur de biens, agréé, tout ce qu'on veut. Et donc vous allez payer, ça va avoir un coût, mais en échange, vous êtes sécurisé. Donc évidemment, vous voyez bien que là, ça va créer une économie forcée. C'est-à-dire que pour être sécurisé, je suis obligé de passer par un professionnel qui va prendre sa dîme, qui va prélever son coût, et in fine, c'est évidemment le locataire qui paye. Ça, c'est le premier élément de gros sous. Le deuxième élément de gros sous, c'est que, évidemment, on veut le retour des institutionnels. N'oubliez pas que vous êtes dans un environnement de taux d'intérêt proche de zéro. Or, pour avoir du rendement, aujourd'hui, l'immobilier, c'est génial. Le problème, c'est que vous avez du rendement que si vous avez une loi qui permet de faire que vous êtes à peu près sûr de rentrer votre loyer. Et donc, pour ça, les institutionnels, ils aimeraient bien changer les obligations d'État qui sont à taux négatif contre de l'immobilier qui lui rapporte un loyer bien positif tous les mois. Encore faut-il que le loyer soit bien payé tous les mois. Eh bien, faisons un fichier, faisons ça et vous allez voir, naturellement, eh bien, on va éliminer du secteur privé les mauvais locataires, les mauvais risques. Et donc, évidemment, ça va être très lucratif, très relutif, très rentable, très margeux, très juteux pour les institutionnels de revenir sur le marché immobilier privé. Et donc, en faisant ça, les grandes compagnies d'assurance, les grandes banques vont pouvoir acheter des flopées entières d'appartements, voire même peut-être tout, et je vous invite à revoir la vidéo sur l'usage dans l'immobilier et le servage, puisque j'en parlais avec les OFL, les offices fonciers libres, où vous savez, on fait une distinction entre le foncier et le bâti, et on est propriétaire de son immeuble ou de sa maison, mais en aucun cas du terrain. Bon, tout ça, évidemment, essayez de voir la grande image et de mettre tout ça en lien, parce que tout ça, c'est lié. C'est lié pourquoi? En tout cas, le risque, c'est de permettre évidemment à de gros institutionnels petit à petit de s'accaparer la partie logement privé
et donc petit à petit de nous transformer tous soit en locataires du secteur privé pour les bons risques et en locataires du secteur HLM pour les mauvais risques. Et donc on en arrive à un risque à privatiser totalement les gains pour le privé, puisque là, il n'y aura que des gains privés qui seront plantureux et bons parce qu'on aura éliminé tous les mauvais risques. Et ça sera pour les privés, pour les institutionnels, pour les grosses banques, pour les grosses compagnies d'assurance, pour les grandes entreprises qui auront des flopées de parcs immobiliers entiers. Et puis, en face, nous aurons un secteur HLM, un secteur logement social, qui lui sera financé par l'État, par le contribuable, et qui, évidemment, lui, aura tous les plus mauvais risques. Et donc, soit dit en passant, ça risque d'être aussi socialement, quand on parle de mixité, extrêmement néfaste pour la mixité, puisqu'on va concentrer toutes les difficultés encore plus qu'avant dans le logement social, et puis avoir un parc de logements privés qui lui sera vraiment plutôt CSP+, etc., etc. Donc on va évidemment, encore une fois, en tout cas ça peut aller à l'encontre de la mixité qui était évoquée, hein, voilà, comme objectif. Et donc la question que je posais, c'était évidemment comment on sécurise le DALO, hein, qui est encore une fois le droit opposable au logement, et donc l'accès d'un logement pour tous. Donc voilà les sujets fondamentaux sur cette histoire de loyers impayés et de fichiers des mauvais locataires ou des locataires indélicats. C'est que, évidemment, ça pose de grandes questions sociales, et ça serait bien qu'évidemment ce sujet, cette loi puisse s'accompagner d'un véritable débat démocratique, encore une fois, de qu'est-ce qu'on veut faire de notre logement, comment on le conçoit, qu'est-ce qui relève du privé, qu'est-ce qui relève du public, qu'est-ce qui relève du champ d'un logement privé, qu'est-ce qui relève du champ d'un droit opposable au logement, comment on fait pour loger chacun. Ce sont des questions fondamentales. Le fait de sécuriser les propriétaires, c'est un véritable sujet, c'est de nature à remettre des biens sur le marché, donc c'est de nature à être positif, et donc ça doit être entendu, et c'est un débat qui est audible, mais ce débat ne peut être audible qu'à partir du moment où il s'accompagne d'une vision large, et pas de choses qui sont parcellisées, mais d'une vision large sur l'immobilier. Là, vous devez vous rendre compte qu'on a un empilement de lois, un enchaînement de lois. Or, quand vous regardez le grand tableau qui finalement peut émerger de ces différentes lois, il y a de quoi être inquiet, puisque finalement d'une France que Nicolas Sarkozy rêvait de tous propriétaires il y a quelques années, on est en train de créer les conditions au contraire de tous précaires en termes de logement, et ça, attention, ça doit être vu, ça doit être dit, ça doit être prononcé, ça doit être clamé, parce que il y a un véritable danger entre la loi sur les OFL, les OFS, sur cette séparation du foncier et du bâti, cette nouvelle loi avec un fichier des mauvais locataires, et puis finalement le retour souhaité des institutionnels qui pourraient racheter des parcs entiers dont on sécuriserait petit à petit, et puis finalement on va relancer également les normes de construction, les normes de transition énergétique, et donc les coûts vont être tels pour les particuliers ou pour les petits bailleurs que finalement tout le monde pourra être tenté de revendre ou même être obligé de revendre, à évidemment en face des institutionnels qui se précipiteraient à chaque fois pour acheter, puisque dans un contexte encore une fois de taux négatifs et de taux d'intérêt négatifs durables, il est fort probable qu'hormis l'immobilier et le rendement des loyers, il y ait peu de planches de salut pour assurer la rentabilité des institutionnels. Voilà derrière cette loi ce qui peut évidemment se cacher, et donc nous devons en tant que citoyens y être très vigilants. Alors évidemment, cette vidéo, si elle vous a plu, vous lui mettez un doigt, hein, voilà, un pouce, vous la partagez, vous pouvez venir vous abonner sur le site insolentiae.com, vous pouvez activer les notifications, la petite cloche, et puis voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes. J'espère que ça vous aura alimenté, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. J'espère que ça va vous permettre d'être des citoyens plus éclairés, des citoyens plus informés et des citoyens plus impliqués
dans le débat démocratique et économique. Voilà, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas des milliers et des milliers et des milliers à nous saisir de l'économie, eh bien l'économie se saisira de nous. Et c'est le modeste objet, la modeste ambition de toutes ces petites vidéos que je vous fais semaine après semaine. Merci les amis, merci pour votre attention, merci pour vos commentaires en bas, merci de débattre entre vous, c'est toujours intéressant et pertinent d'échanger. Merci, à la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'écho dans le grenier. Merci, au revoir les amis, d'ici là, prenez soin de vous, merci.